Bonjour à tous et bienvenue à ce 22e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, je vais m'entretenir de culture en compagnie de Pierre-Luc Briand et Isabelle Blais qui se passent de présentation, mais je vais quand même y aller avec une micro-bio. Alors, artistes engagés et polyvalents, présents dans la musique, le cinéma, la télévision et le théâtre. Tous deux se distinguent par leur regard critique et constructif sur la culture et son rôle dans la société. Alors, bonjour à vous deux et bienvenue. Merci. Bonjour, merci. Allô. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors aujourd'hui, l'émission s'appelle l'Antichambre d'écho. Alors on veut sortir. Je pensais qu'on allait parler de hockey. Je suis un peu déçue. Oui, c'est un petit clin d'œil à l'antichambre. Mais c'est ça. Donc normalement, il y a une question de débat ou de confrontation d'idées. Bon là, c'est sûr, j'invite un couple. Alors quoi qu'on a le droit dans les couples ici. On est capable de débattre. On est capable. On a le droit de pas être d'accord. Mais ici, je pense que l'idée, c'est de sortir peut-être d'une chambre d'écho par rapport à l'importance de la transmission culturelle qui, pendant longtemps, peut-être on a un peu négligé ou en tout cas, on a voulu se mettre peut-être un peu la tête dans le sable quant à l'importance de ça. Alors, c'est plus ça l'idée de peut-être... puis c'est bien, je pense qu'en ce moment, on en parle de plus en plus, mais ceci dit, on n'est peut-être pas encore en mode action, en mode solution. Alors, j'aimerais vous entendre peut-être qu'est-ce qui vous préoccupe dans la transmission culturelle qui se fait ou se fait pas en ce moment et comment s'en sortir. Ouais, ce qui est préoccupant, c'est la transmission, carrément, justement, qui semble s'émietter un peu. En fait, c'est ça, c'est dans ta question, en fait, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est vraiment justement cette transmission-là qui s'appauvrit ou qui disparaît peu à peu et qui, je pense qu'il faut, il faut réagir, tu sais, par rapport à ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience en ce moment, une conscientisation il y a eu certains électrochocs avec certains sondages qui sont tombés. Je pense qu'il y a le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel qui vient de sortir son rapport où il y a beaucoup de questions justement de la transmission et de l'intérêt des jeunes pour notre culture. Il y a plein de pistes de solutions qui sont mises de l'avant. Tu sais, c'est une problématique, puis là, excuse-moi, mais moi, je vais beaucoup parler de politique parce que je pense qu'on peut pas en faire l'économie. Ça fait 25 ans qu'on demande au CRTC d'agir. Il y a rien qui s'est fait à ce sujet-là. On y reviendra évidemment, mais je pense que là, il y a des prises de conscience qui se font. Puis, ce que j'ai aimé dans le rapport du groupe de travail, c'est qu'on essaie d'évacuer le fédéral de la question. Parce que tant qu'on va attendre après le fédéral, il n'y arrive rien. On le sait, ça fait 25 ans que les plateformes, que les GAFAM existent, que les grandes plateformes qui créent carrément une invasion dans nos cerveaux, nous comme adultes, mais encore plus chez les jeunes, qui fait que les jeunes ont à peu près pas d'intérêt pour leur culture, qu'il y ait cet électrochoc-là, puis qu'on commence à se dire « Hey gars, savez-vous quoi? On va se passer du fédéral. » C'est ce que Monique Simard a dit en déposant son rapport. J'ai trouvé ça très rafraîchissant. C'est un vent de souverainisme qui n'ose pas se nommer lui-même, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe parce que tant qu'on va attendre après un autre État qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même vision de l'avenir que nous, on n'ira nulle part. Je pense que nos jeunes vont continuer à se désintéresser de notre culture. Donc, il y a vraiment Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? C'est ça la question. Non, mais c'est correct. Moi, je n'ai pas de problème avec ce qu'on ait avec la politique. C'est que évidemment, qu'est-ce qui te préoccupe davantage? Non, mais c'est ça. La préoccupation, c'est qu'on s'en préoccupait pas. C'est ça qui m'inquiète le plus. Puis que là, il y a un petit vent de fraîcheur. On semble s'en préoccuper. On pourrait revenir à la question politique puis à la question des moyens plutôt québécois, peut-être de prendre ça en main. Mais j'entends les GAFAM, les réseaux sociaux, les téléphones. Pour vous, est-ce que c'est lié justement, tu sais, la question, puis on en a parlé beaucoup de la question des écrans, tu sais, on a banni les téléphones des écoles. Est-ce qu'on est allé au fond? Oui, mais est-ce qu'on est allé au fond des choses? Est-ce que vraiment c'était juste, tu sais, la présence du téléphone qui posait problème ou est-ce que c'est aussi même, tu sais, ça remonte peut-être aussi à l'idée de, tu sais, Netflix, tout le monde qui fait ses choix, qu'il n'y a plus quelque chose de collectif ou en tout cas qui comme une trame qui nous lie tous ensemble. J'aimerais vous entendre, c'est quand même un peu pacté. C'est génial, là, bon, OK, interdire les téléphones, il était temps, effectivement, mais je trouve qu'il y a quand même une profondeur dans la réflexion qu'il faut avoir. C'est bien beau de dire aux jeunes, vous n'avez plus le droit d'avoir vos téléphones. Est-ce que le cheminement, la profondeur de la réflexion s'est faite? Parce que c'est comme dire à quelqu'un qui est accro, tiens, t'en as plus.
est-ce que leur problème va être réglé pour autant? Ils vont arriver à la maison, puis ils vont se défouler, puis ils vont passer toute la nuit dessus, parce que, tu sais, dans le sens où c'est bien d'avoir une mesure, mais il faut aussi avoir une réflexion plus profonde avec les jeunes sur le sujet. Mais c'est que ça m'a allumé là-dessus, parce qu'il y a un excellent documentaire qui était au grand reportage, mais en tout cas, c'est... et si on levait les yeux? Oui. Une classe face aux écrans, en tout cas, puis c'est exactement ce qu'un prof fait avec sa classe de jeunes d'à peu près 10-11 ans, puis il amène tout ce que ça veut dire, l'utilisation du téléphone, mais tous les dangers, tout. Tu sais, il creuse vraiment la réflexion, puis c'est là que tu vois que ça conscientise les jeunes. Fait que, tu sais, mais en effet, l'idée d'avoir... tu sais, comme à notre... Ben, moi, je suis un peu plus vieille un peu, mais on écoutait toutes les mêmes émissions en même temps, fait qu'après ça, on pouvait parler de ça. Puis tout le monde écoute ces affaires un peu morcelées n'importe où, n'importe comment. Les références communes se font rares. Oui. Ben, il y a déjà... Ça règle pas l'enjeu culturel, je pense que... Mais sauf que ça règle un certain enjeu de sociabilisation, socialisation des jeunes. Au moins, bon, il y a toute la question de l'intimidation, il y a toute la question justement que les jeunes souvent arrivent à la récréation puis allaient se parler par écran interposé au lieu de socialiser ensemble. Je pense que déjà là, on a un pan qui va aider. Au moins, on leur enlève cet espace mental-là d'écran pendant une bonne partie de leur vie, parce que les jeunes passent quand même plusieurs heures et plusieurs jours de leur vie à l'école. Après ça, ce qu'ils vont faire, est-ce que ça va diminuer un peu certaines solitudes radicales que les jeunes vivent? Est-ce que ça va les permettre de tempérer, enlever un peu d'intimidation? On verra, mais en tout cas, c'est déjà un pas dans la bonne direction, un très bon pas dans la bonne direction. Je pense qu'on n'a pas... Puis aussi, quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres juridictions où ces mesures-là ont été appliquées, il n'y a que du positif qui en est sorti. Là. Il n'y a jamais de négatif qui est sorti de ça. Effectivement. Puis, non, on dit, dans le fond, ce qu'on dit pas, c'est que la nature a horreur du vide. Fait que ce vide va se remplir là par la socialisation en partie. Mais idéalement, est-ce que le vide des téléphones serait pas aussi rempli par justement peut-être une espèce de culture qu'on mettrait en valeur davantage à l'école, parce qu'on dit souvent qu'on veut rejoindre les jeunes là où ils sont. Puis là, souvent, ça implique qu'on va mettre notre culture sur Instagram, puis voilà, ça va être réglé. Mais en fait, là où ils sont, c'est pas aussi physiquement là où ils sont. Donc, peut-être à l'école. Est-ce que l'école n'est pas le lieu par excellence, si on veut, pour... Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures concrètes. Justement, j'en avais proposé une, avec la musique. Dans une lettre ouverte, sur la chorale, sur pourquoi les jeunes... pourquoi on n'implanterait pas la chorale à l'école, mais dans le cursus obligatoire, pas en parascolaire. Ce serait un moyen justement de faire découvrir la musique d'ici, non seulement la musique d'ici, mais aussi pour les nouveaux arrivants, de présenter leur propre culture, qu'on fasse, qu'il y ait des échanges culturels. Les parents seraient impliqués dans ça. C'est une bombe, parce que tu sais, quand on dit que les jeunes sont justement, ils regardent pas les mêmes choses en même temps. Nous, on regardait Passe-Partout. On savait tous les mêmes chansons. On connaissait tous les mêmes chansons. On peut en réciter au moins une trentaine en ce moment. Là, je suis sûr qu'on partirait, mais on aurait une trentaine. Oui. Toute notre génération, en tout cas, ce qu'on appelle la génération Passe-Partout, disons, puis avant ça, c'était d'autres émissions. C'était La Souris Verte et compagnie. Ça, les gobelets. C'était plein de choses. Puis ça, je me suis rendu compte, mes neveux, sont rendus dans la vingtaine avancée. Et ils n'ont pas eu ça. Non. Ils n'ont pas eu c'est une espèce de... bagage. D'ailleurs, on a fait l'exercice autour d'un feu, justement, récemment. On leur demandait quelle chanson vous retenez de votre jeunesse. Puis ils n'ont pas vu d'émissions jeunesse par lesquelles ils ont retenu quelques-unes, mais là, on était fascinés parce que là, nous, on n'arrêtait pas. Puis là, on en avait une, puis après l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis même juste des
ne serait-ce que des génériques de début télé, d'émission, là, même ouais. pas de paroles, là, tu sais, juste les mélodies. Ah oui. On en avait, là, à profusion, puis ils nous regardaient un peu, ils sont dans la vingtaine, ils nous regardaient un peu, wow, OK, on n'a pas ça, nous autres, là, tu sais. Mm-hmm. Et donc, cette question-là de synchronicité culturelle, c'est on était tous au même endroit, au même moment, à regarder la même chose aujourd'hui. Ils n'ont pas ça, mais on peut pas non plus se dire qu'on va éliminer les Instagram, les TikTok ou je ne sais trop ce qui va arriver dans le futur Non. de leur vie. C'est impossible. Fait que quand on dit qu'il faut aller rejoindre les jeunes sur ces plateformes-là, c'est un mal nécessaire, je pense. Puis ça va être en créant du contenu qui va les fasciner, qui vont faire « Ah, regarde, on peut regarder la même chose en même temps. » Mais ça commence aussi par avoir une synchronicité à l'école, c'est-à-dire que tous les jeunes Québécois apprennent le même cursus ou un cursus qu'on aura décidé, mais tu sais, que tout le monde sache au moins quelques chansons de Gilles Vigneault, de Claude Dubois, je sais pas, même des chansons actuelles, là, puis, je veux pas... Oui, puis même sur la question des écrans, je dis souvent, tu sais, moi, j'entends les parents autour de moi, j'en ai 4, là, fait que de différents âges, puis souvent, les gens se plaignent, par exemple, que leurs enfants écoutent des films à l'école, mais ils se plaignent pas tant qu'ils écoutent des films à l'école. Ils se plaignent des films qu'ils écoutent à l'école. Dans le sens où souvent, les choix qui sont faits. C'est ça, c'est des blockbusters, ou c'est... Ouais. Bon, si un film, par exemple, ma plus vieille, elle avait écouté en 6e année un film sur Maurice Richard dans le cadre du cours d'univers social, il n'y a personne qui va chialer contre ça. Là. C'est sûr que s'il y avait un catalogue déjà avec des propositions à donner aux professeurs pour dire choisissez là-dedans. Après ça, il y a peut-être, faut pas non plus museler les professeurs, mais tu sais, quand même qu'il y ait un ratio important avec un catalogue de suggestions. Je pense que... Mais tu sais, mais la chorale, tu sais, c'est que nous, nos enfants vont à FACE et c'est déjà bon, c'est sûr, c'est une école musicale d'art et tout ça, mais la chorale, elle est dans les cours, ils ont plusieurs cours en tout cas, au moins 2 cours par semaine. Et fait que c'est vraiment quelque chose qu'eux partagent, puis on le voit. Vous voyez l'effet. L'effet que ça fait. Puis même, une belle histoire, c'est que il y avait un monsieur Letourneau qui a pris sa retraite l'année dernière, mais qui, lui, s'était rendu compte que les garçons étaient un petit peu moins chauds à aller chanter dans la chorale parce que peut-être les parties hommes, tu sais, ténor, basse, c'est peut-être un peu moins intéressant, en tout cas souvent dans les chorales à 4 voix. Puis, il a voulu aller les chercher en se disant, tu sais, je vais les intéresser, puis je vais faire sur l'heure du dîner des chansons, mais vraiment, tu sais, tripantes pour les jeunes gars. Puis ça a commencé au fil des années, il a fait ça pendant 20 ans, mais ça a commencé, il était 2, 3, 5, 6, 10, 20, puis à un moment donné, c'était tous les gars. Puis il commandait de la pizza, il dit « Je suis passé de 2 pizzas à 30 larges, là, tu sais. » Puis ce qui est beau, c'est qu'à chaque début de concert de FACE, ça commence avec la chorale des gars. Puis tu sais, j'ai des frissons, c'est que la puissance aussi de chanter entre gars, puis tu vois le sentiment d'appartenance, tu vois tu vois que ça leur donne énormément de liens, en fait, de cohésion entre eux. Puis aussi, je pense que FACE a un taux de décrochage quasi nul. Ouais. C'est en tout cas très peu. Donc, c'est sûr que surtout quand on sait que les gars sont plus prompts à décrocher que les filles. Mais c'est ça, c'est sûr que la chorale, puis cette initiative-là, puis j'espère, je sais pas comment ça va se passer parce que là, il a pris sa retraite, qu'elle va continuer cette initiative-là parce que clairement, c'était bon pour en fait, leur passage à l'école, pour la scolarité, pour tout, là, en fait, pour leur développement. C'était magnifique de voir aussi les jeunes après le concert, aller voir leurs profs, se faire un grand câlin collectif, faire la bascule. C'était vraiment très touchant comme moment. Mais c'est des choses qui ne seraient pas arrivées s'il n'y avait pas eu la chorale. C'est ça qui les a soudés, c'est ça qui les a mis ensemble. Puis ils chantaient L'Homme de la Mancha que Brel avait traduite. C'était d'une puissance, c'était magnifique. Tout ça se passe en français, c'est magnifique. Puis on souhaiterait ça pas juste à On souhaiterait ça à la grandeur du Québec, à la grandeur du Québec. Puis il n'y a personne qui aille ça faire de la chorale parce que ça crée un esprit de corps, ça crée un esprit... c'est le même esprit de corps que les sports d'équipe peuvent créer, sauf que tu n'es pas en plus dans un mode compétitif. Donc ceux qui n'aiment pas trop la compétition, tu n'es pas en compétition, tu es juste en train de t'exprimer. Même si tu n'aimes pas tant ça, tu sais. Puis aussi, il y a peut-être que lui, il t'a fait chier sur l'heure du dîner, mais là, tu te retrouves à chanter dans le même groupe, tu sais, avec la même voix.
ben t'as pas le choix, tu sais, de faire avec ça, d'accommoder, tu sais, de passer par-dessus des différends, des fois, que la musique va être... Bah, tu es obligé, puis... T'es même pas obligé de bien chanter, parce que ta voix Ça se noie paraît plus chanter moins fort. C'est ça. Ouais. Mais j'aimerais revenir sur le mot « proposition ». Souvent, quand il y a eu des débats entourant, par exemple, des listes de lecture ou des listes culturelles en général, c'est pour mettre en valeur la littérature québécoise ou française ou autre, ou les films, peu importe la forme d'art, souvent, les boucliers qui se lèvent, c'est sur l'autonomie des professeurs et tout, puis on le comprend, mais je pense que peut-être le point est là, c'est de faire des listes de suggestions, puis peut-être de laisser de la liberté à côté aussi, mais qu'un minimum soit couvert dans le cursus. Oui, un pourcentage, disons, je sais Ouais, pas, là, c'est quoi, il faudrait réfléchir, mais parce qu'effectivement, sinon, c'est la popularité du film qui l'emporte. Là, tout le monde veut voir ça, mais tu sais, souvent aussi, c'est que ça... Si t'intéresses pas, tu sais, ben là, après ça va être un autre sujet, parce que, tu sais, je parlais des parents aussi, là, tu sais, la transmission... oui, c'est à la maison aussi, là. Ben, c'est clairement à l'école, mais c'est clairement une job de parent. Puis c'est un peu de notre faute aussi, tu sais, on l'a un peu échappé quand même comme parents, je dirais, parce que nous-mêmes, on est absorbés dans nos réseaux, mais on va toujours avoir une bonne excuse, c'est pour le travail, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est vraiment important ce que je fais. Mais le jeune, lui, quand il voit ça, ben, c'est l'exemple qu'il va suivre. Puis effectivement, faut que cet intérêt-là soit initié un petit peu par les parents aussi, tu sais. Ben, c'est ça, mais je veux dire, on peut pas demander aux parents non plus de tous avoir la même base culturelle, tu sais, puis les mêmes connaissances culturelles, mais il y a, tu sais, je lisais un article de Laurent Laplante une fois dans l'Action nationale qui disait on pourrait pas imaginer un jeune Polonais qui sache pas qui est Chopin. Donc, au Québec, il faut trouver nos Chopins, mais on les a. Tu sais, je pense au cinéma, c'est impossible pour moi qu'un Québécois qui a fait son cursus scolaire ne sache pas encore c'est qui Pierre Perrault. Un cinéaste qui a quand même révolutionné l'histoire du cinéma mondial, pas juste ici, qui a eu un impact phénoménal sur l'histoire du cinéma. Et puis ces films sont encore fantastiques. On a montré à nos jeunes, justement, pour la suite du monde. On pensait qu'elle allait s'emmerder comme la lune. Ils ont été complètement fascinés le début. Puis il y avait quoi, 13-14 ans quand on a dû montré. Mettre quand même des sous-titres parce que... mais ça pour même nous pour nous là, aussi, là, c'est très... Il y a un enjeu de son, il y a un enjeu d'accent aussi. Ouais, c'est ça. Mais il était quand même fasciné. Puis on peut faire la même chose en musique. On peut faire, tu sais, évidemment, comment on peut faire l'économie de Félix Leclerc, de Gilles Vigneault au Québec, c'est pas possible. Donc oui, je comprends qu'il faut que les professeurs aient une latitude. Puis aussi, il y a des écoles où il y a plus de communautés qui sont représentées que d'autres. Il y a des écoles qui a plus de Maghrébins, qui a plus de gens issus de l'Afrique ou d'Haïti ou je ne sais trop quel pays. Donc, aussi, c'est important que ces gens-là puissent amener un certain cursus, puis dire « Ah, ben, je veux vous montrer des chansons de mon pays, des chansons importantes de mon pays, de ma culture. » Mais oui, puis ça fait un partage culturel, mais donc, à condition que nous aussi, on ait un cursus qui soit pas imposé, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une partie du cursus qui soit un peu disons, nationalisé, qui soit national, puis qu'il y ait à travers ça, oui, une latitude pour que les profs puissent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'aussi, on n'ira pas non plus décider dans les jeunes auteurs-compositeurs qui est meilleur que qui. Là, évidemment, il faut qu'il y ait un certain pouvoir discrétionnaire. Mais de grâce, on peut se passer des blockbusters américains. Ben oui, parce que ça. de toute façon, eux autres, ils se feraient leur chemin jusqu'aux jeunes parce qu'ils ont la promotion disproportionnée, ils ont des budgets incroyables. Et donc, ils envahissent. De toute façon, ça va se rendre. Fait que je suis pas inquiète. Donc, tu sais, moi, je laisserais justement... je ferais un effort particulier pour ne pas, justement, offrir ce qui est déjà nous submerge, là, tu sais. Moi, j'avoue que j'ai une grosse nostalgie du club vidéo dans la vie. Dans le sens où, tu sais, il y avait cet endroit où tu allais, puis il y a des choses que tu touchais, on a pu... Puis même dans l'odeur du club vidéo. Oui, ça aussi. Mais, tu sais, là, vous avez présenté un film à vos jeunes. Moi, j'avoue que des fois, j'ai envie de montrer quelque chose, tu sais, qui m'a marqué. Puis là, je le cherche, puis je le trouve pas.
Ça, c'est un Puis grave problème. Ça aussi, effectivement. Je voudrais, puis là, je suis comme, là, il faudrait que je m'abonne à Vimeo. Tu sais, c'est complexe. C'est vraiment C'est d'autant plus complexe. fou que c'est des œuvres pour lesquelles On a payé, oui. On a payé. C'est pas des intérêts privés qui ont payé ces œuvres-là, donc à qui les droits appartiennent. Tu sais, je veux dire, ce qui est bizarre, c'est qu'au Québec, on n'est pas de politique, justement, de retour au public des droits. Tu sais. Pourquoi on dirait pas, écoutez, tout ce qui est financé par l'État en audiovisuel, ou même, on pourrait imaginer en musique, ben oui, on laisse une latitude aux producteurs parce qu'on ne veut pas vivre dans un monde après communiste quelques années, non plus. là. Mais après quelques années, ben, l'œuvre devient déposée du domaine public. Donc, elle serait déposée sur une plateforme auquel tout le monde aurait accès. Une plateforme géorestreinte, ceci dit, comme ça, le producteur regarderait ses droits à l'étranger. Mais c'est pas possible, justement, d'imaginer qu'on a payé pour quelque chose et on n'y a pas accès. Ça, c'est fou. Mais c'est d'ailleurs la recommandation, mais tu sais, pour la plateforme Télé-Québec. Moi, je sais pas si c'était une plateforme qu'ils voulaient faire ou... Mais c'est parce qu'on est sur le comité culture aussi pour le Parti québécois, mais c'est des réflexions, tu sais, qui sont là. Puis je pense qu'il était ressorti dans oui, le groupe de travail en parle aussi, mais je pense que c'est une idée qui commence à percoler dans le monde culturel, c'est que, premièrement, il va falloir faire de Télé-Québec une grande plateforme nationale, et puis quand je dis plateforme, j'insiste, c'est pas une télé nationale, parce que plus personne va écouter la télé bientôt. De toute façon, c'est plus un mode de... Tu sais, plus personne qui s'assoit devant la télé pour écouter quelque chose parce que ça passe à cette heure-là. Premièrement, on peut l'enregistrer ou on peut le regarder par après, souvent. Donc, faire une grande plateforme nationale qui, justement, qui inclurait toutes les archives. Tu sais, comme il y a l'INA en France, l'INA, qui recueille à peu près toutes les archives nationales françaises. Qui est une plateforme auquel tous les Français ont accès. Pourquoi ce ne serait pas la même chose ici? Puis d'aller rechercher le contenu de l'ONF aussi, qui était à peu près l'unique producteur du temps, de faire une grande plateforme où on créerait du contenu, où tous les films qui seraient faits au Québec seraient déposés justement après une certaine prescription de temps. Parce que là, c'est vrai que c'est tout éparse. Il y a Éléphant, il y a l'ONF, il y en a un peu partout. Oui, tout.tv. Puis en plus, il y en a dans les vidanges. C'est ce qui est très triste de ça, c'est que c'était Félix Rose, le cinéaste documentariste. Lui, il cherche toujours, en fait, pour faire ses films, il cherche des archives. Puis il se rend compte que, justement, quand il y a eu l'inondation à Télé-Québec, ils ont jeté énormément d'archives. Puis c'est ça qu'il disait. Il disait, le Stitch Show, ils ont les bandes, mais ils n'ont pas le son. Parce que les bandes son ont été jetées. Fait que là, on a le Stitch Show qu'on peut voir image. en image. C'est comme on s'est dit, le son, c'est pas important, on va juste garder l'image. Mais on offre un traitement odieux à nos archives, tu sais, puis c'est fou. Puis il disait, pour faire mon film, là, La bataille de Saint-Léonard, il a fallu, en fait, que j'aille à Ottawa, parce que c'est là qu'il y avait l'accessibilité. Puis c'est là que j'en ai trouvé le plus, parce qu'ici, c'était impossible. Ou ça coûte un prix complètement fou, là, juste pour avoir... Ce qui était d'autant plus troublant, c'est qu'il disait que toutes les archives qui étaient publiques, donc qui appartenaient à Radio-Canada ou à l'ONF, ça coûte une fortune la seconde, les remasteriser, en tout cas les retravailler pour les mettre dans un film. Tandis que, parce qu'on chope souvent contre le privé, tout ça, tandis que quand il allait dans les archives privées à TVA ou je ne sais quoi, il disait, c'était beaucoup moins cher, c'était beaucoup moins... Il y a comme quelque chose des archives privées coûtent moins cher que des archives publiques, donc il y a de quoi régler là. Tout à fait. Peut-être pour boucler la boucle sur l'école, moi, tu sais, dans le fond, je fais à l'occasion de la suppléance, puis je remarque, admettons, le moment, puis là, c'est pour le primaire, mais ça pourrait être vrai aussi pour le secondaire, le moment du dîner peut-être, puis le moment de la collation sont des moments qui souvent vont être occupés par justement soit de la télé ou d'autres trucs qui sont pas nécessairement de la transmission culturelle québécoise, mais qui peut-être pourraient être mis à profit par de la radio qui vient des étudiants ou qui les intéresse. On parlait d'intéresser, puis du rôle peut-être plus social de l'art, mais d'intéresser peut-être les communautés culturelles et tout. Je sais que le sport chez les jeunes en ce moment au secondaire, c'est vraiment très, très fort. Ils sont très impliqués, puis ils font entre eux beaucoup. Il y en a qui se font toutes sortes de trucs sur les réseaux sociaux où est-ce qu'ils vont commenter des parties sportives. On sent un appétit de participer au projet, mais il n'y a pas beaucoup d'ouverture, disons. Fait que c'est sûr qu'on dit on veut
intéresser les jeunes là où ils sont. Mais encore faut-il que le contenu aussi les intéresse. Je ne sais pas s'il y aurait peut-être un... En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est une de mes filles qui m'a dit ça serait le fun d'avoir une radio, tu sais, ou enfin un format qui vient nous chercher tout le monde quand on est là, puis qui pourrait, tu sais, ça pourrait être des contes, parce qu'on a parlé de musique, mais tu sais, les contes, les légendes, enfin, qui pourraient intégrer c'est toutes des questions qu'on pourrait poser aux jeunes. Moi, je suis partisan, ça fait longtemps, on avait écrit une lettre, co-signé une lettre ouverte là-dessus. On est dû pour des états généraux, mais des états généraux où on demande pas juste aux producteurs qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis aux artistes. On peut aller très bien faire des tables avec les jeunes, aller visiter les jeunes partout au Québec. Dire, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est quoi le contenu qui vous intéresse? Si vous étiez libre, là, si on réinventait tout, là, vous, là, en culture québécoise, ce serait quoi, vers quoi vous vous lanceriez, puis vous diriez, savez-vous quoi, ma culture est aussi intéressante que celle des États-Unis ou de ce qu'ils regardent. Mais il va falloir faire ces concertations-là, voir avec les jeunes, parce que, tu sais, il y a plein, justement, l'autre fois, je parlais à des jeunes cinéastes qui disaient, tu sais, juste déposer à la SODEC pour des films de genre. Ils ont regardé un film, d'ailleurs, un documentaire là-dessus. Quand tu veux faire un film de jeu, parce que les jeunes aiment ça, c'est quoi, Les Affamés de Robin Aubert, ça a eu un succès monstre, film de zombies. Puis c'est un film intelligent, Zombie, c'est pas un film niaiseux. Ouais, c'est super bien fait. Mais c'est super compliqué à SODEC avoir accès à avoir du financement pour des films dès que c'est des films de genre. Je sais pas pourquoi. C'est ça que tu dis, le documentaire. Oui, c'est ça. Tu sais, pourquoi il n'y a pas de film d'horreur québécois? Ben oui, parce que la série de courte échelle, Livre Noir, parce que je le vois dans les bibliothèques scolaires, là, c'est la chose qui cartonne. Là, puis effectivement, mais quand t'es ado, les films d'horreur, là, moi, je me souviens en tout cas que c'était ce qu'on regardait tout le temps parce que c'est thrillant, parce que effectivement, on teste les limites, tout ça, mais c'est ça, c'est où il y a aussi ça là, dans les critères pour octroyer des bourses ou des subventions, souvent, c'est que les critères sont très, très aseptisés. Il faut dire la même chose, puis il faut... Il y a comme une espèce de... effectivement, je pense que si on veut intéresser les jeunes, il faut leur donner du contenu qui les intéresse aussi, puis arrêter de justement tout voir comme une espèce de tu sais, en éducation, c'est beaucoup ça, là, tu sais, l'espèce de... Bon, ben voilà les critères, il faut répondre aux certains critères, puis je trouve qu'à un moment donné, ça devient... on oublie, en fait, le plaisir, le bonheur, la créativité. Je vais prendre la balle au bon là-dessus parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, dans le sens où est-ce que les artistes eux-mêmes n'ont pas une responsabilité par rapport à un certain désintérêt? Puis là, je sais que je parle à deux artistes, mais... Je m'explique. Je vais peut-être m'appuyer même sur une publication sur Instagram de Nadine Robert, qui est éditrice et qui a dit, je ne vais pas la lire au complet, mais qui a fait une publication qui m'a vraiment fait beaucoup réfléchir puis qui est venue me chercher. Elle dit que, dans le fond, ce qui est frappant, c'est que la plupart des textes là, qu'elle reçoit semblent davantage refléter les propres préoccupations là, des adultes que celles des enfants. 4 manuscrits sur 5 abordent des sujets tels que la protection de l'environnement, la neurodiversité, la gestion du temps, des écrans, la représentation des minorités, les conflits d'identité sous toutes ses formes, la différence, la pleine conscience, l'exploitation, l'intimidation, la gestion des émotions, la violence et bien d'autres encore. Bref, il y a une certaine lourdeur. C'est lourd. Mais c'est de la pédagogie constamment, alors que les jeunes, ils veulent être divertis, ils veulent être choqués, ils veulent être provoqués, ils veulent... Ou de l'imagination, de la folie, Mais cette pédagogie à outrance, à un moment donné, c'est vrai là, que je peux comprendre que ça tanne tout le monde, même les vieux. On ne vivra jamais dans un monde sécuritaire où il n'y a pas d'épais, où il n'y a pas de racistes, où il n'y a pas de niaiseux, où il n'y a pas... Ça n'existera jamais. Donc, arrêtons là, de vivre dans un monde où on veut faire en sorte que nos enfants soient complètement aseptisés, puis qu'ils aient entendu parler de toutes les micro-problématiques qu'on peut vivre dans la vie, qu'on peut... de toutes les... Puis d'ailleurs, en plus, c'est qu'on leur met des solutions dans la tête souvent, avant même qu'eux-mêmes pensent à la problématique. C'est ça, puis on leur met des problématiques avant même qu'ils aient affaire à ces problématiques. On crée le côté anxiogène qui vont traîner après. Parce de porter quelque chose un peu. Tu t'es rendu compte qu'il y a tel ou tel problème, mais c'est vrai que c'est des préoccupations d'adultes, ou en tout cas de... C'est de l'anxiété qui est... préprogrammée, on dirait. On met ça sur eux. Moi, je trouve que c'est un peu ça, parce que, tu sais, quand, mettons, ton enfant va au théâtre avec l'école, puis il revient, puis il est comme...
Tu te dis... Ça n'a pas fonctionné. Oui, parce que normalement, tu sais, moi, je me souviens que nous, mettons, Le on but avait un n'est pas super atteint. prof de français, il nous amenait au théâtre, là, après, on y retournait, tu sais, ça nous Ah donnait ouais, le goût ouais. d'y retourner, puis d'aller, tu sais, à d'autres soirées culturelles, aller voir des films et tout. Donc, bref, ça t'ouvrait comme un monde de possibles. Ben, tu sais, C'est comme si là, on fait la morale constamment. Ouais, il y a Puis un on peu est tanné de ça. se faire la Mais morale. il y a des bonnes nouvelles. Tu vois, le théâtre Denise Pelletier, autrefois, quand j'allais, quand j'étais plus jeune, c'était épouvantable. Je leur disais, mais vous voulez vraiment écœurer le monde, écœurer les jeunes d'aller au théâtre, là, avec, tu sais, c'était des pièces pas possibles, là, des affaires de check-off, mais super ampoulées, super... Les jeunes, c'est sûr qu'ils allaient voir ça, ils disent non, je ne vais jamais aller au théâtre si c'est ça. Mais ça a beaucoup évolué, le théâtre de Denise Pelletier. Maintenant, ça c'est vraiment... Donc, il y a des lueurs d'espoir. Ah non, mais c'est ça. Les gens qui se sont rendus compte, attendez, wow, là, tu sais... Mais je pense que même, tu sais, il y a plein de théâtres, justement, tu sais, ça se renouvelle, tu sais, du CEP, c'est beaucoup renouvelé aussi, la Licorne. Oui. Mais en fait, tous les théâtres tendent à ça, là. C'est juste que, effectivement, on passait de classiques assez purs et durs, puis maintenant, une espèce de réinvention du classique, peut-être, ou inspiré de, mais avec un peu plus un peu plus d'éclatement, là, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est effectivement... à force de vouloir justement parler des... il y a comme une volonté vraiment là, de pédagogiser, je ne sais pas si on peut dire ça, tout. Ouais. Comme s'il y avait une morale toujours à cette histoire et tout ça. Puis je pense que ça, c'est pas très attirant quand tu es jeune. Parce que tu as l'impression de te faire justement, de dire quoi faire, quoi penser, quoi... Puis c'est pas ça quand on est jeune. On a envie de justement tester, pousser ces limites-là. Puis quand le cadre, ben, il est rigide. Mais le problème aussi, c'est qu'avec les créateurs, souvent, quand tu veux te faire subventionner, tu as des critères à remplir. Et si tu arrives et tu dis, ben oui, il va y avoir des gens méchants, puis ils vont être racistes, mais en même temps, c'est pour montrer un exemple à ne pas suivre aussi. Tu sais, on va pas faire l'apologie de ça non plus, mais ils existent, ou tu sais, il va y avoir du monde, oui, il va y avoir une certaine violence, mais c'est très difficile d'espérer avoir son argent, je pense, si on s'en va dans des zones un petit peu trop limites avec... ça ouvre une porte, parce que là, c'est sûr que ça fait débat un peu, les subventions en art, mais là j'entends que c'est comme il y a aussi un certain carcan, puis que ça limite la créativité dans un certain sens. Mais je vous ai entendu, je pense, défendre quand même les subventions dans le milieu artistique. J'aimerais ça vous entendre, à quel point est-ce que c'est bon de subventionner l'art, puis est-ce qu'on en a besoin de plus, moins? Je pense qu'on n'a pas le choix de subventionner l'art comme qu'est-ce qui n'est pas subventionné? Dans l'îlot de Gaulois qu'on est, comme seul francophone en Amérique, dans un îlot anglophone, on n'a absolument pas le choix de subventionner. Mais aussi, tous les domaines sont subventionnés. Comme dit Jean-Martin au sens, c'est pas tant des subventions que des investissements. Quand on pense que la culture, ça rapporte environ à peu près, au bas mot, 15 milliards de dollars par année au coffre de l'État. C'est 160 000 emplois, c'est 3,4 % du PIB. Fait que parler de subvention... OK, mais qu'on parle, comme disait Jean-Martin, qu'on parle aussi des routes, de construction de routes comme des subventions, parce qu'on subventionne des entrepreneurs pour faire des routes. Fait que le terme subvention est... Moi, là où j'ai un peu de misère, c'est comment les subventions se sont encarcanées dans certains critères, surtout au fédéral, je dirais, où on se base sur la couleur de la peau des gens, où on se base sur l'appartenance religieuse, où on se base sur l'orientation sexuelle des gens. Là, j'ai un sérieux malaise, puis il y a un sérieux malaise à travers le milieu culturel, parce qu'on ghettoise certaines personnes, on pense les choses en communauté qui se parlent pas, puis qu'on dit, tu sais, on prend certaines franges de la population en les victimisant plutôt que de les intégrer à la société. Tu sais, je me demande même, je me passais la réflexion pendant qu'Isabelle parlait, je me disais, un film comme Crazy, là, au fédéral, est-ce qu'il aurait passé? À l'époque, aujourd'hui, à l'époque, oui, évidemment, mais à Téléfilm Canada, est-ce qu'il aurait passé aujourd'hui, sachant qu'on parle d'une famille de Blancs des années 60, parce que l'époque étant ce qu'elle était, est-ce qu'aujourd'hui, ce film-là aurait eu des subventions de Téléfilm Canada? Ça se demandait, parce qu'il n'y a pas de représentativité justement, de représentativité, mettons, d'autres...
on va dire, je sais pas moi... Parce que le propos pas... historique, ça se pouvait pas, tu sais. C'est comme faire les filles de Caleb, évidemment. Il n'y avait pas d'immigration. Est-ce que vous le peut-être sentez? que oui, puisque ça parle quand même d'homosexualité, peut-être que ça aurait été... Mais est-ce que vous le sentez que c'est plus difficile? Oui, effectivement. Oui, non, c'est vrai. Mais le sentez-vous que c'est plus difficile ou que ça oriente les décisions en amont? Les décisions créatives sont orientées en fonction de la possibilité d'aller chercher des subventions? Moi, je pense qu'il y a un phénomène naturel qui se passe. Premièrement, c'est ce que j'expliquais souvent à des jeunes, c'est que, tu sais, nous, on est des enfants de la loi 101. À l'époque, tous les gens à peu près issus de l'immigration allaient à l'école anglophone. Mm-hmm. Donc, évidemment, les gens issus de l'immigration étaient à peu près absents des classes francophones chez les francophones. Mais la loi 101 est arrivée. Les classes se sont métissées. Aujourd'hui, c'est un métissage fantastique. Fait que c'est la même chose dans les écoles de théâtre. Donc, au théâtre, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de diversité sur la scène, mais moi, je pense que c'est par un processus naturel. C'est pas parce qu'on s'est imposé de dire non, mais on fera pas une pièce s'il n'y a pas quelqu'un issu de l'immigration. Ça se fait naturellement, puis les acteurs sont rendus super bons. Ce qui, autrefois, était plus difficile. Tu sais, mettons que tu avais besoin de quelqu'un d'origine haïtienne dans un film, c'était très difficile de trouver un bon acteur, parce qu'il il y en avait juste moins. Moins, tu sais. Fait que, je pense que si on laisse les choses se passer de façon organique, ça va se passer. Mais je pense, tu sais, qu'il a fallu... ça vient de quelque part aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté à un moment donné de dire, ben, il y a peut-être quelque chose qui est disproportionné en ce moment, justement parce qu'il y en avait plus. Puis là, tu te dis, ben, il faut peut-être un peu forcer. C'est comme dire, les femmes réalisatrices, tout d'un coup, il y en a, mais on dirait qu'ils ont moins d'opportunités. De vouloir avoir une certaine volonté de donner un petit peu plus de chance à... Justement, c'est pour... Mais là, c'est comme si le ballon est allé... OK, on veut régler une problématique en disant, ben là, on va faire certains critères pour favoriser plus de femmes, plus de diversité. OK, parfait. Mais là, il faudrait peut-être revenir un peu au milieu parce qu'effectivement, là, je trouve que là, on va trop de l'autre côté. C'est arrivé pour une raison, puis je pense que là, ben, il y en a de la diversité. Je pense que j'ose espérer. En tout cas, moi, quand je regarde la télé maintenant, je me dis, je serais curieuse de voir la proportion. Il ne faut pas commencer à calculer, là, mais il me semble la proportion est bien représentée. On s'en va dans le bon sens. Oui, c'est ça. Je ne dis pas que c'est parfait, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas d'iniquité, mais il y a quand même il y a peut-être encore du travail à faire, qu'il n'y avait pas avant. Tout à fait. Peut-être, dans le fond... Moi, j'aime ça que Fardoche soit voyons, j'oublie son nom... Fayol, genre? Oui, non, en tout cas, bref, que c'est de la diversité, ben, c'est elle ça, passe partout. Ben oui, on que Fardoche, ce ne soit pas le Pierre Dufresne. Sentez-vous que l'habitude de la gratuité qui est partout nous nuit pour aller consommer de la culture et tout? Est-ce que parce qu'on est habitué que tout soit, puis là, je vais mettre des gros guillemets, gratuit, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., c'est un frein à aller consommer de la culture, ou est-ce que le coût des billets est prohibitif? Sentez-vous que ça, c'est un gros frein ou pas tant? On s'est tellement, là, tout le monde de la musique, les musiciens, on s'est tellement fait avoir par rapport aux plateformes. Ça, c'est une grande tragédie, vraiment, là, parce que ça a tout changé. Avant, tu pouvais, je veux dire, penser vivre un peu de ton art, mais là, maintenant, c'est les spectacles, puis, vraiment, t'achètes de la musique, 10 $ puis t'as tout. C'est ridicule. Ton streaming, quand, à un moment donné, notre gérant nous avait dit « Hey, vous avez eu je sais pas combien de milliers, pas loin de centaines de mille d'écoutes en Europe. » Puis je pense qu'on avait un chèque de 75 $, là. Mais c'était un grand succès, dans le sens où, il y avait... En tout cas... Là-dessus, c'est sûr que ça amène peut-être le public à ne pas voir la juste valeur des choses parce que t'as tout le temps, ça coûte 10 $, t'as tout. Fait que tu vois pas nécessairement tout le travail, tout ce que ça amène. Fait que c'est vrai que ça peut, en fait, peut-être que la perception des gens par rapport à la consommation de la musique, en tout cas la musique, il manque un peu de considération par rapport à tout le travail que ça comporte parce que ça coûte rien.
à peu près Mais pas. je pense que la musique, c'est vrai. Puis tantôt, je parlais de C'est une nostalgie perception. de club vidéo, mais la nostalgie de l'album est tout Mhm. aussi présente dans le sens Mais, où on connecte moins avec le vinyle l'artiste. revient à la mode. Oui, ça, c'est la la bonne nouvelle. Mais ça donne quand même Plutôt que une le perception vulgaire CD. des gens. Effectivement. Une perception comme si c'était un produit de consommation qui était banal, dans le sens, tu sais, qui comporte pas tout son lot de tu sais, quand tu dois expliquer, parce qu'on parlait de subventions, puis tu sais, quand Ouais. tu dois expliquer aux gens, ouais, mais tu sais, nous, on a fait de la musique, on a eu un peu de bourse, mais il fallait donner la moitié, tu sais, avec Musique Action, c'est souvent, tu as une moitié, il faut que tu accotes l'autre moitié. Souvent, nous, on n'était pas payés. Tout ce qui était payable, c'était nos collaborateurs, le temps de studio, le réalisateur. Souvent, nous, on n'avait pas une scène de ça, là. Fait que, ben, parce que c'était notre projet. Fait qu'on avait un montant symbolique, là, tu sais, pour dire que quand même, la subvention, on y touche un petit peu, mais c'est ridicule, on peut pas vivre avec ça. Fait que quand on dit subventionner, il y a personne qui est gradure avec ça, à part peut-être les grosses compagnies, là, tu sais, puis ça, c'est une autre histoire, parce qu'il faudrait en reparler, ça serait un autre sujet. Ouais. Comment sont octroyées les subventions, déjà, c'est comment la tarte est séparée. Mais ça reste que, tu sais, on n'a pas le choix, je pense, que d'avoir des subventions pour que notre culture pense à survivre un peu dans cette Non, puis dans le milieu du spectacle, c'est assez paradoxal de dire que la musique est quasi rendue gratuite pour le consommateur, mais qu'en même temps, les prix Les spectacles, les prix de c'est l'art super cher. vivant deviennent assez prohibitifs souvent. Mais dans le milieu du spectacle, parce qu'on peut pas faire non plus l'économie de parler de l'éléphant qui est là, qui est un éléphant mondial, c'est Live Nation, tu sais, qui est en train de bouffer carrément toute l'industrie des arts vivants, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils possèdent 49%, parce qu'ils n'ont pas le droit à plus, du groupe CH qui contrôle Evenco, qui contrôle Spectra, qui contrôle le festival de jazz, le festival de les Francopholies, Oshéaga et compagnie. Donc, on a construit, en plus, la place des spectacles à Montréal, on a construit l'esplanade du Parc Jean-Drapeau à coups de millions de deniers publics pour engraisser une compagnie comme Live Nation qui fait en sorte qu'il y a de moins en moins d'offres de musique québécoise, d'artistes locaux qui sont là au profit d'artistes internationaux, souvent qui viennent quand, je sais pas moi, j'ai Madonna dans Lady Gaga, mettons qu'elle viendrait. Lady Gaga, ça serait pas en bas de 500$, aller voir ça. Une famille qui va voir Lady Gaga qui met 500$, elle n'a plus d'argent pour investir dans la culture québécoise. Puis, tu sais, quand on dit que les prix sont élevés au théâtre, oui, c'est plus cher que c'était, mais tu sais, un billet, ça reste quand même une quarantaine de dollars, mettons, là, en moyenne, pour aller au théâtre. Ben, c'est toujours moins pire que d'investir un 300-400$, même dans une game de hockey. Mais c'est aussi que c'est la structure qui va prendre le gros de l'argent du billet, parce qu'il y a tellement de frais. Tu sais, je veux dire, les frais de service sont démesurés, tu sais, je veux dire, c'est comme... c'était quoi l'exemple de Cure, Robert Smith, qui... Ben, c'est-à-dire que, parce qu'en plus... Lui, il voulait garder ses prix très, très bas, puis il a dit non, moi, ça va être 20$ le billet. Puis les frais de service étaient de 40$, tu sais, donc, pour montrer l'absurdité, en fait. Donc, le gros de l'argent, c'est la billetterie qu'il faisait, ce qui est complètement... Non, puis on a laissé entrer ce loup-là dans la bergerie, des compagnies comme Ticketmaster, qui sont des compagnies, qui est une compagnie qui appartient à Live Nation, qui charge des frais de service prohibitifs, des 30-40$, puis aussi qu'il y a des espèces de vente dynamique, c'est-à-dire que plus le billet se vend, plus le show est populaire, plus le billet vaut cher. Mais souvent, tu peux payer le meilleur billet moins cher que le pire billet parce que ton billet, un coup que tu l'achètes, quand tu es rendu en arrière, ben, il a pris de la valeur plus que le premier billet. Moins il en reste, plus la demande est forte. Sans compter qu'on rénove le stade pour faire venir Taylor Swift, si j'ai bien suivi. Exactement. Fait que, tu sais, puis on subventionne en plus des Oshéaga de ce monde, des Hillsonic, des je ne sais trop quoi. Ils n'ont pas besoin de subventions. Le monde va y aller pareil. Là. Ils n'ont pas besoin de deniers publics qu'on mette non l'argent ailleurs. Puis le festival de jazz,
c'était le plus grand festival de jazz au monde avant que Live Nation entre là-dedans. Donc, qu'est-ce que Live Nation? C'est quoi la plus-value que Live Nation a apporté dans les francopholies, dans le festival de jazz? Là, il va falloir qu'il y ait une grande réflexion là-dessus, puis aussi sur une politique de billetterie nationale, tu sais, ou nationale, ou coopérative, ou je ne sais trop quoi, là. Le mot nationalisé fait peur souvent à bien du monde, mais, mais si on avait un système de billetterie à l'échelle du Québec où, justement, les frais de service seraient réinvestis dans la culture, puis même les frais de service pourraient être réinvestis dans la culture en région, parce que la plupart de l'offre culturelle se fait dans les grands agglomérats urbains. Donc, pour financer la culture en région, puis aussi que les artistes restent chez eux, mais dans le bon sens du terme, pas rester chez vous. Mais au contraire, vous n'avez plus besoin, c'est plus un passage obligé si tu veux être un artiste d'aller en ville. Tu peux rester dans une région, puis justement, t'épanouir là, puis développer une offre culturelle intéressante. Oui, d'ailleurs, ça, c'est peut-être un des côtés positifs, c'est qu'il y a quand même, on sent quand même une régionalisation de l'art, ou en tout cas une décentralisation. Oui, un peu plus dans les festivals. Tu sais, on sent un petit... Le pouls est là, en tout cas. On le sent qu'il y a une volonté. Il y en a beaucoup qui essaient de régionaliser, justement, un groupe qui s'appelle Refrain, qui est un regroupement de petits festivals régionaux, justement. Mais les autres, ils ont Live Nation sur leur épaule, là, toujours. Il y a toujours l'ombre de Live Nation qui vient gruger à peu près tout ce qui se fait en beaucoup de subventions, en tout cas, pour à peu près tout ce qui se fait en gros spectacle urbain dans les grandes villes. Puis à côté, ben eux autres, ils crèvent de faim puis ils crient au secours. Mais qu'on mette donc cet argent-là dans les petits festivals, justement, pour favoriser. Puis quand il y a un petit festival en région, c'est pas juste les gens de la région qui en profitent, c'est le tourisme qui vient là, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration, c'est tout le monde qui en profite. Là, je vois que le temps file, mais j'aimerais vraiment qu'on revienne au début, peut-être, à Radio-Canada, Télé-Québec, la télé, les subventions. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, selon vous? Où est-ce qu'on s'en va? Puis... On ferme Radio-Canada pour mettre tout ça dans Télé-Québec. Ça a le mérite d'être clair. Ben, tu sais, je peux dire, la mission de Radio-Canada, avec le temps, elle s'est quand même beaucoup transformée. Il y a eu maintenant... c'est comme si la programmation, tranquillement, pas vite, a voulu faire compétition aux autres, au lieu... Aux autres réseaux, avec la publicité, avec les des émissions grand public, divertissement, etc. Mais au départ, Radio-Canada, c'était Robert Guisculi, c'était les Beaux Dimanches. Je veux dire, quand on peut être nostalgique puis dire « Ah, c'était mieux avant, dans mon temps », mais il y avait quand même la possibilité de voir des choses là, que jamais tu ouvrais la télé et tu faisais « Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du ballet. Ah, mais là, la mission, elle s'est vraiment en tout cas, perdue, moi, je trouve. Ouais, fait que ça, si, on doit dire que Radio-Canada demeure bien vivant, ben il faudrait quand même qu'ils retrouvent leur mission première parce que en ce moment, moi, je trouve que... On est loin de ce que c'était c'est qu'ils essaient de compétitionner avec des réseaux privés, puis là, je vois plus l'utilité, en fait. C'est comme interchangeable. Parce que là, c'est quand même... Ben oui, parce qu'en plus, c'est subventionné, donc... Et ils peuvent faire de la publicité, oui. Il y a comme une inéquité. Puis, dans la publicité n'a pas d'affaires. Ben, c'est tout simplement. Il n'y en a pas à la radio, pourquoi il y en a à la télé? Je comprends pas. Puis, dans tout ça, là, j'entendais que c'était vu d'un bon œil de faire de Télé-Québec peut-être quelque chose d'autre aussi, de lui donner un peu de... puis qu'il y a aussi développé une salle de nouvelles à Télé-Québec pour qu'il y ait des nouvelles, pour qu'on arrête de voir toutes les nouvelles puis tout ce qui se passe à l'international sous l'œil sous l'œil fédéral, du fédéral. On est une nation, on devrait avoir notre propre salle de nouvelles, on devrait avoir nos propres journalistes, nos propres correspondants à l'étranger. Mais aussi en région, parce qu'il y a eu tellement de couples là, que c'est désastreux parce que les gens de la région se voient pas leur ce qui se passe chez eux. Il y a quand même eu une déconnexion, puis en plus, même pour la ville, de savoir ce qui se passe ailleurs. Fait que, oui, avoir une salle de nouvelles, mais avec des journalistes vraiment bien ancrés en région, retrouver ça, parce que sinon, de s'intéresser à l'international, mais aussi à nous-mêmes, dans le sens où on ne peut pas ne pas le constater qu'il y a quand même une certaine américanisation des esprits, là, c'est assez flagrant. Je veux dire, on s'inquiète de plein d'enjeux qui ne nous concernent pas tant, ou en tout cas, un peu par la bande. Charlie Kirk, là, je ne savais pas vraiment c'était qui avant puis beaucoup de monde, mais en même temps, tout le monde commence. Je veux dire, on est emporté dans... Mais souvent, je suis fasciné
imaginer, moi, dans des soupers, des trucs avec des amis, à quel point l'univers américain prend de la place dans les discussions. Oui, c'est omniprésent. C'est complètement omniprésent. Puis pendant ce temps-là, ben, on se désintéresse de nous. Exact. Je dis pas qu'il faut pas s'intéresser à nos non, voisins. c'est nos voisins. C'est important. Puis c'est aussi, mais là, ça prend plus de place que notre propre culture puis nos propres préoccupations. Puis on est dans nos préoccupations sont pas petites, là. On parle de survivance, là. On parle d'être 15% du poids de la population du Canada en 2100, là. Ça veut dire quel poids politique on va avoir, quel poids démographique. On n'est déjà que 20% à l'intérieur du Canada de la députation. Ouais. On a beau dire les gens font comme ben voyons, c'est comme si on n'y croit pas, mais c'est réel, c'est sans faire peur aux gens, ça reste que faut se rendre compte de ce fait-là, ça n'en ira pas puis personne ne va le faire à notre place. Personne ne va le faire à notre place. Je pense que c'est une belle place pour s'arrêter sur la survivance. Oui, mais Dieu, déjà, ça a passé vite. Hein? Oui. On aurait pu en parler longtemps. Mais merci beaucoup à vous deux. Ben, ça fait plaisir. Attends une seconde. Je veux juste parce que je me sens... oui, on cherche le nom de Fardoche. Oui, mais je le sais en plus. Je le sais, c'est juste important. Mais c'est parce que moi, j'ai pas regardé la nouvelle mouture, mais je sais que... C'est quand même utile, les téléphones. Hein? C'est incroyable. Ville-de-Mire, non! Excuse-moi. C'est fait. C'est corrigé. Ben, on peut s'arrêter là maintenant. On a vraiment fait le tour. Merci beaucoup, puis ça a fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.